Du coup, on va accueillir Alice Carole, Carole Alix, pardon, de la Martinique, qui va nous parler un petit peu de parcours d'errance par rapport au genre, sachant qu'elle va vous l'expliquer mieux que moi, mais elle travaillait dans un CARUD. Et donc, elle va nous faire un petit peu l'histoire de ces publics qui sont singuliers, qui sont marginalisés, quelque part, qui trouvent aussi une forme d'accompagnement à travers les structures qu'on peut mettre en place. Donc, Carole, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, je vous entends. Donc, je m'excuse d'abord parce que j'ai un petit problème technique avec l'ordinateur. Donc là, je suis connectée sur mon portable, donc j'espère que vous pourrez m'entendre correctement et qu'on n'aura pas de coupure par rapport au réseau. Moi, c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Il est tôt chez toi, c'est pour ça qu'on t'a mis en dernier dans la journée pour pas te, avoir à te réveiller au beau milieu de la nuit. Écoute, merci encore de ta C'est participation gentil. et je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Carole Alix, je suis responsable de service au SAPACARU de la Croix-Rouge en Martinique. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, si j'espère ne pas m'être trompée de thématique, je suis désolée. C'est l'itinéraire du dedans, du dehors au dedans. Donc, comment nous l'avons vécu au niveau du CARUT. Alors, je ne sais pas s'il y a un PowerPoint qui défile ou pas, comme je ne vois pas. Allô? Oui, oui, écoute, on t'a entendu là, ils sont à la régie en train de répondre à ta question et de régler le problème. Bon, je peux faire sans, il n'y a pas de souci, parce que voilà, c'est 30 minutes, on peut discuter. Donc, l'itinéraire du dedans, du dehors au dedans. Donc, nous, au niveau du CARU de Martinique, donc, nous sommes le seul CARU du territoire. C'est un dispositif qui a vu le jour en 2006. Donc, pour bien comprendre, au fait, toute la logique de ce que nous avons mis en place, à la base, le CARU, c'était un service du XAPA. Donc, c'était vraiment voilà, une mission qui était donnée au niveau du XAPA pour pouvoir mettre en place un CARUD. Et donc, c'était deux professionnels du XAPA qui effectuaient des maraudes sur un territoire très, très défini qui était celui du centre de la capitale, de Fort-de-France, sur quelques rues. Donc, il y a un déménagement qui a été opéré et ça a permis aussi au fait de pouvoir un petit peu mieux, voilà, de séparer un peu les deux structures. Et dans ce cadre, le CARUT est devenu au fait une structure à part entière où il y a eu les premiers recrutements qui ont été opérés et notamment de médiateurs sociaux. Et ces deux médiateurs, donc, avaient pour mission un petit peu de mieux connaître un petit peu la problématique des personnes en rue consommatrices de produits psychoactifs. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé les premières phases de repérage. C'était aux alentours de 2015 où on a vraiment structuré. Donc, il y a eu toute la phase de repérage. Donc, savoir où étaient les personnes, savoir comment elles fonctionnaient, savoir qu'est-ce qu'elles consommaient, parce qu'on n'a pas beaucoup de données, en tout cas sur le territoire de Martinique par rapport à l'errance. Donc voilà, il y avait tout ce travail-là à faire. Donc ce sont deux médiateurs qui l'ont mis en place. Et on a commencé un petit peu comme ça à découvrir un petit peu la problématique des personnes en rue. Ce qui a été mis en lumière assez rapidement quand même, c'est au niveau du territoire, c'était pas si simple que ça d'aller voir les personnes, c'était pas si simple que ça de se déplacer, puisque tout était capitalisé sur le centre de Fort-de-France. Donc, voilà, la question qui s'est posée à nous à un moment, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place des actions de réduction des risques, comment on fait pour voir la population. Donc, on a vraiment fait un dispositif d'aller vers. On n'avait absolument pas d'accueil fixe. L'idée était vraiment d'aller au plus près des personnes. Donc, on a fait cette phase de repérage qui nous ont permis de mettre en place, en fait, les premières maraudes, qui étaient notamment sur le secteur de Fort-de-France et du Lamentin. Et après, on s'est développé un petit peu partout sur les autres territoires. Donc, on a pris à peu près 2 ans pour vraiment bien instaurer ces maraudes, bien les constituer, bien en tout cas ritualiser nos heures et nos jours de passage auprès de la population parce que c'était quelque chose de nouveau. Quand on est arrivé avec les premiers kits base, tant au niveau de la population qu'au niveau des professionnels, la réaction était plutôt négative en se disant, mais qu'est-ce que vous venez faire? C'est quoi ça? Euh, Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc, il y avait tout un travail à faire déjà auprès des consommateurs pour leur expliquer l'intérêt, en tout cas, de consommer dans un kit base, à quoi ça sert, etc. Et puis aussi faire ce même travail auprès, au fait, des partenaires de proximité que nous avions.
puisque fallait un petit peu expliquer qu'on n'était pas dans quelque chose qui était dans l'incitation à la consommation, mais bien lié à un aspect santé, à permettre aux personnes d'être dans une consommation plus propre. Donc, c'est vrai qu'on a commencé avec ces maraudes à identifier donc, les premiers besoins, donc les maraudes de repérage. Donc, le premier besoin, c'était effectivement la distribution de kits balles, parce qu'en Martinique, il y a beaucoup de personnes, et ça continue encore un peu, hein, donc nous aussi, on s'interroge dessus, qui consommaient beaucoup dans des canettes, toujours dans des canettes, dans des bars, dans des tuyaux coudés, donc avec tous les effets négatifs que ça peut avoir. Donc, c'est vrai qu'on a eu un gros travail sur ne serait-ce que la distribution de matériel à pouvoir mettre en place auprès de ces populations. Donc, quand on a fait ces maraudes de repérage, donc on a pu repérer le public, identifier les spots de consommation, analyser les premiers besoins et identifier les acteurs du territoire. Parce qu'on se posait beaucoup de questions, c'était le seul CARUD, donc il y a un SAMU social qui existe sur le territoire. La question est celle, mais comment, voilà, quel est le lien avec eux, comment ça se passe? Donc, on a pu entrer en lien avec le SAMU social qui est aujourd'hui un très bon partenaire et qui nous permet d'avoir au fait une coordination et un parcours de soins et, avec les populations qui sont en rue. Quand on a fait ce travail, je crois que les premières, voilà, en parlant avec les partenaires, ils avaient identifié quelques 300 400 personnes. Euh, donc, nous, on a évolué. Aujourd'hui, au fait, sur les maraudes, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu moins de, voilà, on a une file active sur le CARUD d'environ 1500 personnes. Et sur les maraudes, on voit à peu près un peu moins de 900 personnes chaque année. Donc, les chiffres ont considérablement évolué. Il y a une étude d'errance qui a été faite, mais qui malheureusement n'est jamais sortie. Donc, il ne nous a pas permis de conforter ces chiffres, mais je pense que quand on les croise avec les partenaires, on est à peu près sur les mêmes types de populations. On s'est rendu compte qu'on passait au fait de, voilà, dans les premiers temps, on avait du matériel, à peu près 300 kits base qu'on distribuait par année. Aujourd'hui, on est à peu près à peu près à 4600 kits base qu'on distribue, en tout cas au niveau des maraudes. Euh, Quand on a commencé, quand on a pu un petit peu plus asseoir, mieux développer en tout cas la réduction des risques matériels via l'équipe de base, on a aussi travaillé, on a renforcé l'équipe avec un éducateur, on a renforcé l'équipe avec une infirmière pour aussi un peu accentuer cette notion des droits. Donc l'idée, c'était que les médiateurs, quand le lien a été créé, quand il y a une connaissance un peu plus fine des populations et des produits, c'est de se dire, mais aujourd'hui, voilà, on discute des kits de base, mais qu'est-ce que vous aimeriez de plus, qu'est-ce qui pourrait, etc. Donc, c'est vrai que la notion d'accès aux droits et aux soins est vite apparue. Donc, il a fallu coordonner, mettre en place des actions de façon plus spécifique avec les acteurs de terrain pour pouvoir voir les acteurs de proximité pour voir comment on pouvait mettre en place ce parcours auprès de ces personnes. Ça n'a pas été simple parce qu'encore une fois, et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de réduction des risques, quand on parle de distribution de matériel, quand on parle de gestion de la consommation, ce sont des choses encore qui sont un petit peu compliquées quand même, tant au niveau de l'entourage que des professionnels. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut un moment qu'on aille aussi dans les structures. Donc, on a pilotage des équipes mobiles qu'il y a sur le territoire. On essaie d'être dans les commissions, notamment la commission assistance et choix d'abord. On va dans des dispositifs comme le Carrefour de la Désistance. On participe au CLSPD. On est membre des conseils locaux de santé. Donc, l'idée pour nous, c'était vraiment au fait de pouvoir inculquer aussi au niveau des professionnels cette notion de réduction des risques. Parce qu'on se rend compte que c'est quand même assez difficile. Et la grande question qu'on s'est posée, on a été fortement confronté à ça juste un petit peu pendant la période Covid, hein, justement, quand on parle de réduction des risques, quand on parlait de la consommation dans les dispositifs, etc., etc., ben, on avait des freins, on avait de grosses difficultés parce que voilà, les professionnels n'étaient pas assez avertis sur cette question. Donc, il était difficile pour nous d'aller dans les dispositifs. Donc, de façon parallèle, on a un peu réfléchi, on a un peu structuré les choses au niveau du CARUD. Et à partir de 2022, on a commencé aussi à aller dans les structures pour pouvoir un petit peu faire des actions de sensibilisation auprès des personnes, mais aussi auprès des professionnels, pour un petit peu expliquer cette logique de réduction de risque et de quoi il s'agissait. Donc, tout ça pour nous permettre d'arriver aussi dans les dispositifs. Et nous, en parallèle, en 2023, on a créé l'accueil fixe du CARUD. En janvier 2023, c'est un projet qui nous a
qu'on a travaillé sur toute l'année 2022 en se disant, mais on a été sur une phase de déménagement. On avait aussi des usagers CARUD qui venaient sur la structure, notamment le mercredi, qui, voilà, c'était des personnes qu'on avait l'habitude de voir en maraude et qui, à un moment, au fait, voilà, ils n'étaient pas dans un arrêt de leur consommation, mais étaient vraiment dans cette logique de réduction des risques avec une meilleure gestion de leur consommation, la nécessité pour eux de pouvoir consommer avec du matériel propre, demande d'accès aux droits, demande d'accès aux soins, et qui voilà, se sentaient assez à l'aise avec nous pour pouvoir venir sur la structure, justement, pour pouvoir travailler je ne vais pas parler de projets, parce qu'ils ne sont pas spécifiquement sur des projets, mais en tout cas, travailler sur leurs demandes et leurs besoins. Donc, nous, en 2023, on a créé donc un accueil fixe au niveau du CARUD, mais qui, pour nous, constitue plus un espace de repos, un espace de répit, un instant où les personnes qui sont rues peuvent se mettre à distance, en tout cas au niveau du produit, de la violence et de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en rue. Donc, on a commencé en janvier. Donc, on s'était dit, bon, ben, c'est une demande de la part de nos usagers, donc ils vont venir. C'était pas si simple que ça, parce que finalement, on s'est rendu compte que lorsqu'on a mis en place cet accueil, ben, il fallait qu'ils aient un peu le temps d'apprivoiser les lieux, de se demander au fait, voilà, même si ça venait d'eux, même si c'était leur demande, à se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va nous proposer, comment ça va se passer. Il a fallu quand même attendre 4 mois qu'il y ait des personnes qui viennent de façon régulière sur le dispositif d'accueil de jour qu'on a ouvert. Et donc là, aujourd'hui, avec ce recul, on se rend compte, voilà, quand on a fait un point il n'y a pas si longtemps avec les collègues, ben, la notion de sécurité est très importante parce que on a mis en place donc un vestiaire, on a mis en place des douches, on a mis en place une chambre avec 2 lits. C'est vraiment, voilà, on s'est dit, voilà, on va le constituer comme un petit lieu de répit. Ben, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas si simple. Il y a des usagers, des personnes qui venaient, mais qui finalement ne se baignaient pas, qui finalement dormaient, mais dormaient uniquement sur les transats qu'on avait installés, qui dormaient à l'extérieur du site. Et il nous a fallu un peu de temps pour comprendre, et en discutant avec elles, que ben, voilà, le dispositif existe, mais ils avaient besoin de se sentir en sécurité sur celui-là. Ils avaient besoin de sentir qu'il n'y avait pas au fait de conditions sine qua non à venir sur le site. En se disant, ben, si on vient, voilà, on a la possibilité de bénéficier des services et des prestations qui nous sont proposées, est-ce qu'il n'y aura pas voilà, derrière quelque chose qu'on nous demandera? Est-ce qu'il n'y aura pas une attente particulière? Quand ils ont compris que finalement, c'était vraiment un endroit où l'idée, c'était qu'ils puissent venir prendre leur douche, qu'ils puissent venir se reposer, et qu'ils ont senti effectivement que sur ce site-là, ils étaient en sécurité et qu'ils pouvaient en fait dormir avec les yeux fermés. Là, on a vu que les choses ont commencé et ça, c'était à partir du 6e mois. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui viennent très régulièrement sur le site, qui se baignent, qui demandent à avoir des entretiens avec l'infirmier, qui demandent à qui travaillent sur leur accès aux droits. Et tout ça s'inscrit au fait dans cette notion de parcours qu'on a pu pouvoir mettre ensemble avec elle. Là, aujourd'hui, au niveau de cet espace accueil de jour, mais que nous, vraiment, et quand on parle avec nous, les personnes qu'on accompagne, qu'on accueille, est considéré vraiment comme un espace de répit. Donc, c'est ouvert, pas tous les jours, c'est ouvert le mercredi et le vendredi en accueil mixte et le jeudi, c'est ouvert pour les femmes. Donc ça, je crois que c'est mon intervention un peu plus sur demain. Donc là, quand ils se sont rendus compte, donc ça a eu ses effets positifs. Donc on a des personnes aujourd'hui qui s'inscrivent dans une démarche. Ils n'ont pas encore déterminé le projet, ils n'ont pas encore déterminé exactement ce qu'ils veulent, mais ils viennent, ils discutent, ils échangent, ils se questionnent. Ils ont des besoins un peu plus affirmés, notamment. Donc j'ai entendu la fin de l'intervention précédente sur des actions de cohésion, des actions de groupe. Nous, on y croit parce que c'est aussi une autre façon de pouvoir travailler avec les personnes et leur permettre au fait de rester sur le site. Et c'est aussi une façon de pouvoir les ouvrir sur l'extérieur parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des personnes qui sont rues des fois depuis 10, 15 ans et donc le rapport avec les autres, le rapport avec les professionnels, ils sont assez compliqués. Donc quand ils viennent sur l'accueil de jour, c'est aussi un temps pour nous pour leur permettre au fait de travailler un petit peu avec eux le fait que d'autres professionnels, d'autres personnes puissent intervenir auprès d'eux. Parce qu'il y a déjà le premier professionnel avec qui ils sont en lien, mais il y a les autres professionnels du CARUD et puis, il y a aussi des fois l'équipe du STAPA, notamment le psychiatre, qui peut intervenir sur le site.
Donc, ça crée cette ouverture auprès des autres professionnels. Donc, ça leur permet un peu déjà de rentrer dans certains dispositifs. Donc, quand il y a des interventions ou des accompagnements à faire, notamment médicaux ou aller sur d'autres sites tels que la CAF et la Sécu, on voit que ça se passe beaucoup plus facilement parce qu'ils ont déjà pris, entre guillemets, cette habitude de voir des professionnels gravir autour d'eux. Donc, c'est vrai, ça nous a permis un petit peu de faciliter, en tout cas, ce travail de partenariat et de réseau sur des situations bien précises et bien déterminées. On s'est rendu compte également que voilà, il fallait aussi pouvoir agir sur les autres professionnels, hein, parce qu'au niveau du CARUD et au niveau du XAPA, et notamment au niveau du CARUD, on a des personnes qu'on rencontre en Maraude, donc sur des spots de consommation, qui sont dans des dispositifs type CHRS, ACT, etc., dans des dispositifs accueil d'hébergement, insertion. Et la question qui s'était posée, mais ils sont sous nos dispositifs, on n'a jamais de lien avec leurs référents, avec leur structure, on en a très très peu, on ne voit pas du tout. Et la question qu'on s'est posée, mais comment faire? La personne aujourd'hui, elle peut être dans ce dispositif-là, on la rencontre souvent en maraude, donc qu'est-ce qui s'opère? Comment ensuite, qu'est-ce qui peut être mis en place? Comment travailler après cette orientation du dispositif AHI vers un dispositif de logement autonome? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes, ça fait 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans qui sont des fois dans les dispositifs CHRS. Donc, effectivement, on a des interrogations et on s'est rendu compte que voilà, la problématique addictive n'était pas travaillée au sein de ces dispositifs. Hein. Donc, en jetant la pierre sur personne, je pense que soit nous, on n'allait pas assez vers eux, soit eux ne venaient pas assez vers nous. Et donc, on a décidé de mettre en place une équipe mobile justement pour faciliter ces liens-là dans les dispositifs d'hébergement pour justement faciliter après donc, la prise en charge de la personne tant par rapport à sa problématique d'hébergement, mais avec une prise en compte, une dimension de sa prise en compte des Carole. addictos. Oui. Oui, Oui. je me permets de t'interrompre parce que de toute façon, on va arriver, nous, très rapidement à la fin de la journée. Juste une précision, je pense qu'il y a une inversion dans ta présentation parce que là, aujourd'hui, on souhaitait t'entendre sur le parcours d'errance par rapport au genre et donc à la genèse un petit peu du CARUD qui était... Donc je me suis trompée. Oh interverti. là là, je crois que c'était sur demain. Donc, écoute, non, Bah, écoute, rien de grave. Je suis vraiment désolée parce que c'est ce que j'ai vu sur le programme. Donc, je me suis vraiment trompée. Je m'excuse auprès de la salle et de tout le monde par rapport à mon inversion de sujet. Vraiment désolée. Hein. Non, désolée. Du coup, ce que je te propose d'ailleurs, c'est que tu puisses envoyer tes supports parce qu'on ne les a pas reçus par rapport à ça. Donc, ou alors on les a mis pour demain, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne sais pas si tu as envoyé tes supports, mais qu'on puisse s'en servir pour les actes, d'une part. Et puis après, il faut qu'on voit, qu'on s'appelle pour voir si on intervertit ton intervention, comment on l'inclut demain, du coup, si tu es disposé toujours à faire cette intervention, sachant qu'on aura Oui, bien sûr, puisque tout était fait pour moi. En fait, je suis vraiment désolée. Hein. Enfin, le décalage ne m'a pas réussi aujourd'hui, le décalage horaire. Donc, vraiment, je m'excuse. Parce que pour moi, c'était la notion du genre, c'était plutôt demain. C'est ça que je n'ai même pas parlé de l'accueil filles et femmes. Donc, vraiment désolée au niveau de la salle, je m'en excuse. Non, il n'y a aucun souci. Écoute, on comprend tout à fait. Par contre, oui, envoie-nous tous les supports, comme ça permettra d'une part de préparer ton intervention de demain, et puis d'inclure ce que tu as dit aujourd'hui dans les actes. Voilà. Juste avant... Il n'y a pas de souci. De toute façon, je crois que je les avais mis sur le drive, mais je vous les enverrai par mail, pas de souci. Comment? D'accord. Je vous les enverrai par mail, puisque je les ai mis sur le drive. Ça marche. Merci à toi. Du coup, avant de conclure, peut-être quand même poser la question, s'il y a des questions dans la salle par rapport à ton intervention. Alors, tu as balayé plein de choses, mais du coup, c'est vrai que pour les non-spécialistes de l'addicto, c'est pas toujours facile à suivre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, s'il y a des questions. Question d'une corélégionnaire. Merci. Belle bonjour Carole. Fabienne Sainte-Rose. Bon, ça c'est au cas songez moins. Donc, une question. Oui. Donc même si donc, je reste un petit peu sur la thématique d'aujourd'hui, rapport à l'errance et aux gens. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pu mettre la Croix-Rouge en place le dispositif tapage dont on avait parlé l'année dernière? Et puis, du coup, comment les femmes arrivent à vous? Parce que moi qui vis à Fort-de-France, on voit bien qu'il y a de plus en plus de femmes. Et comment elles arrivent à vous?
Et là, j'ai été contactée, tiens, je crois, par un de tes collègues infirmiers qui, qui cherchait effectivement des ressources d'hébergement pour une femme effectivement qui vit dans la rue et qui est victime de façon régulière de violences. Donc, voilà, comment vous arrivez à vous coordonner avec les autres dispositifs des violences faites aux femmes, avec la DRFE, la CTM et l'Union des femmes et le dispositif tapage, est-ce que vous l'avez déjà développé et aussi pour les femmes? Alors, donc le dispositif tapage, donc je vais revenir d'abord pour l'accompagnement des femmes. Donc nous, ce qu'on a mis en place, on a mis en place depuis 2 ans maintenant, on va sur la 3e année, un dispositif qui s'appelle Elle se pose. Donc l'idée était de créer au fait au niveau du CARUD et même du XAPA, on s'est rendu compte que les femmes sur les files actives, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre les données qu'on avait au niveau du CAMS par rapport aux enfants qui naissaient avec des syndromes de manque, par rapport aux orientations, par rapport à des interrogations et même les données statistiques, on avait de grosses interrogations sur la prise en charge des femmes. Donc, ce qu'on a fait au niveau du CARUD, on a mis en place des maraudes dédiées où on allait uniquement vers les femmes. Comment on a fait ce repérage-là? Donc, c'est du repérage qu'on a fait. On avait une de femmes qu'on avait déjà identifiées qui nous ont permis de nous ramener vers d'autres femmes. On a aussi des hommes qui sont, voilà, ce qu'on appelle un petit peu des patriarches qui tenaient des spots de consommation. On a fait des liens avec ces personnes pour nous ramener vers d'autres femmes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu notre file active augmenter considérablement. On est passé de 40 femmes il y a 5 ans, 6 ans, à aujourd'hui 140 femmes à peu près sur la file active du CARUD. Donc ça a été grâce aux maraudes dédiées. Quand on a fait les maraudes dédiées, il y a eu des besoins qui ont émergé vis-à-vis des femmes. Donc l'accueil de jour qu'on a ouvert, cet instant de répit, on a proposer en tout cas aux femmes de pouvoir ouvrir un jour dédié. Un jour qui leur sont consacrés, c'est le jeudi. Donc le jeudi, les femmes sont accueillies toutes là de 11h à 19h sur l'accueil de jour. On fait des maraudes dédiées toujours. On va les récupérer parce qu'on se compte que la mobilité chez les femmes est un peu plus difficile. N'oublions pas qu'elles sont sous victimes de violences, qu'elles sont sous le joug en général d'un partenaire violent, qu'elles sont souvent agressées. Donc, elles ont du mal, en tout cas, à sortir des fois de leur lieu de consommation. Donc, on organise des maraudes pour pouvoir les récupérer, les acheminer sur l'accueil de jour. Au début, c'était difficile parce qu'elles n'y venaient pas. Je pense que le fait de se dire qu'on peut proposer quelque chose de désintéressé sans avoir d'attente, c'était encore plus difficile au niveau des femmes. Et aujourd'hui, donc après, on a commencé la permanence en février-mars. Aujourd'hui, on a des femmes maintenant qui arrivent à venir de façon autonome. Ce qu'on a compris, c'est qu'il faut toujours continuer les maraudes dédiées pour leur dire qu'on est présent et leur présenter au fait notre offre, créer le lien avec elles. Parce que même si on discute avec elles, elles ne se sentent pas toujours prêtes à venir vers nous et toujours continuer le principe de les acheminer sur l'espace, sur l'accueil de jour. Donc là aussi, elles l'ont identifié comme un temps de repos, comme un temps de répit, un temps aussi où elles peuvent dormir. C'est encore plus difficile pour les femmes de pouvoir dormir sur les lits parce qu'on s'est rendu compte en discutant avec elles que dormir, c'était quelque chose de très, très, très compliqué parce que quand elles dormaient en rue, c'était synonyme d'agression. Donc, c'est quand elles ont compris qu'elles étaient en sécurité, en tout cas sur cette site, qu'elles ont pu commencer à dormir. L'hygiène, on a mis en place des douches, ça a été une demande des femmes en disant, voilà, c'est très bien, on vient, etc., mais on a besoin de se baigner, on a besoin de se laver, on a besoin d'avoir des vêtements propres. Donc, on a mis en place une salle de bain avec une buanderie pour qu'elles puissent librement accéder au fait à la machine à laver et à la douche. Quand on a fait tout ça, il faut laisser du temps parce que nous, c'est vrai qu'on a trouvé que ça faisait un peu long, mais notre temps n'est pas le temps des personnes qu'on accompagne. Et ça a pris du temps à pouvoir qu'elles demandent, en tout cas qu'elles soient dans des demandes plus précises concernant leurs droits, concernant leur santé. Aujourd'hui, on a les premières demandes véritables sur la santé, notamment sur la prise en charge gynécologique. Donc là, nous sommes en train de réfléchir avec elles sur comment est-ce qu'on pourrait mettre les choses en place. Concernant les violences, quasi toutes les femmes que nous accueillons sont victimes de violences. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que voilà, nous avons eu 2 femmes qui ont été agressées sexuellement et qui sont venues nous faire part de cette information et qui nous ont demandé de les accompagner. Et donc, c'est-à-dire des pots de pince, etc. Donc là, nous sommes en train de les accompagner. C'est vrai que nous sommes heurtés à une difficulté. Alors, déjà, l'hébergement pour les femmes, c'est difficile, mais il n'y a aucun dispositif d'hébergement qui accueille les femmes en consommation. En tout cas, quand c'est connu, il y a des appartements de coordination thérapeutique
qui sont censées, puisque l'addiction est une maladie chronique, ben, les personnes ne sont pas accueillies dans ces dispositifs-là. Et c'est vrai que nous nous retrouvons en difficulté parce que lorsque l'orientation vient du CARUD, donc on identifie systématiquement des femmes en consommation et on nous demande des fois, voilà, ben, avant toute entrée dans quelque dispositif que ce soit, de passer par la case cure. Ce qu'on leur explique, c'est que souvent, elles ne sont pas forcément prêtes à entrer en cure. Ce n'est pas forcément le besoin prioritaire aujourd'hui. Le besoin des fois prioritaire, c'est qu'elles soient mises en sécurité et puissent se retrouver dans un lieu qui permet de les accueillir. Les solutions, on n'en a pas beaucoup. Donc, on travaille avec tous les dispositifs. Comme on dit, voilà, aujourd'hui, nous, dès qu'on oriente une femme dans un dispositif, on reste présent dans l'accompagnement. Donc, c'est vrai que c'est aussi ça, la réduction des risques dans les dispositifs d'hébergement, essayer de limiter en tout cas les difficultés entre la personne et l'accompagnement qu'il peut y avoir au sein du dispositif. Mais on reste dans des situations extrêmement critiques parce qu'il n'y a pas de dispositif d'hébergement pour ces femmes quand elles sont victimes de violences. Et quand il y a des grossesses, c'est tout aussi difficile. Donc, c'est vrai que on essaie de voir avec les professionnels. On espère que le travail qu'on fait avec qu'on a entamé en tout cas avec les structures d'hébergement permettra de plus facilement, entre guillemets, accueillir cette population. Concernant tapage, donc oui, on a mis en place le dispositif tapage. Là, nous sommes en train de travailler. Donc, tapage, c'est travail alternatif payé à la journée. Donc, c'est un dispositif qui permet pour les jeunes de 16 à 25 ans pour travailler leur employabilité. Donc, on est sur des jeunes consommateurs qui sont un peu liés au public, c'est-à-dire ni en emploi, ni en insertion, ni en formation. Et l'idée étant, en fait, de permettre on en a à ces longuement jeunes parlé. de revenir progressivement dans un circuit de droit. Oui, on a longuement parlé de tapage aujourd'hui, donc si Ben a priori on connaît le dispositif. Donc, par contre, savoir si tu le mets en place, je pense que c'était un peu la question, et où tu en es éventuellement du programme, s'il est déjà en place, ce serait intéressant de nous le partager. Alors, nous sommes en train justement de le lancer. Donc, la tapage, nous avons déjà recruté. Donc, nous avons 3 jeunes, puisque nous, le dispositif, on veut le faire pour l'expérimenter, en tout cas que sur 10 jeunes. Et sur les 3, nous avons donc deux jeunes femmes que nous souhaitons positionner. Là, nous sommes en recherche de plateaux pour pouvoir justement commencer à travailler la partie professionnelle avec ces femmes. Mais toute la partie réduction des risques, accompagnement, nous sommes déjà en train de le mettre en place avec ces femmes dans le cadre du dispositif tapage. Ok, est-ce que ça répond à la question? Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle avant de conclure et de remercier Carole? Eh bien, Carole, il ne nous reste plus qu'à t'applaudir, à te remercier et à te souhaiter une bonne journée puisque c'est le début de la journée chez toi et nous, c'est la fin de la journée. Donc, je te dis à demain. Tout à fait. À demain et je m'excuse encore pour mon petit déphasage. Merci, à demain, bonne journée. Au revoir.